Bonjour à tous. J'enregistre une petite vidéo basée sur un shiur de Parashat Hashavua que j'ai entendu du Rav Shneur Ashkenazi, dont je suis général tous les shiurim de Parashat Hashavua. C'est un rabbin Chabad d'Israël euh, qui est excellent, qui en fait a passé 10 millions de vues de ses vidéos il y a quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'il est très populaire et d'autant que il n'enregistre qu'en hébreu. Donc, ça réduit quand même la cible de ceux qui écoutent. Et donc, pour un public français qui ne parle pas l'hébreu, qui ne le comprend pas, c'est plus difficile. Et donc, il a euh, posé une question centrale qu'on va aborder et je vais diviser ça il propose trois réponses et j'essaie de faire des courtes vidéos parce que je sais que certains de mes abonnés ou de ceux à qui j'envoie les mails préfèrent les vidéos courtes. Donc, on est au début de l'Ech Lecha. Il y a une famine en, en Eretz Canaan. Et je lis donc dans Kol Torah, la traduction. Or, il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant excessive dans le pays. Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarah et son épouse, deux points, voici, maintenant je sais que tu es une femme au gracieux visage. Ils arriveront que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te conserveront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. En hébreu, le dernier verset, c'est ça le centre du Dvar Torah, Imrina Achotiat. C'est-à-dire que Abraham demande à Sarai, sa femme, de dire, si on lui pose la question, qu'Abraham n'est pas son époux, mais son frère. Et tout ça, pourquoi? Parce que visiblement, l'Égypte doit avoir très très mauvaise réputation au niveau, comment dirais-je, de les relations entre femmes mariées étrangères, je suppose, je ne sais pas si c'est aussi en Égypte, et de se les accaparer et de se les prendre pour femmes et de tuer vraisemblablement les maris. Donc, euh, Abraham, ne souhaitant pas se reposer comme dans notre tradition, dit, il ne faut pas que tu te reposes sur un miracle, tu planifies tes décisions en fonction d'un miracle que Dieu ferait pour toi. La solution à laquelle il pense et qui trouve et qui dit à Sarah, dit, je suis ton frère. Et ça, c'est très, très étonnant. C'est-à-dire que c'est étonnant à plusieurs niveaux. Et beaucoup de commentateurs plus exactement, ont une approche critique d'Abraham à ce niveau. Le Ramban, en particulier, Nachmanide, va jusqu'à le critiquer vivement en disant que là, il a fauté, quoi. Il a pas fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, et il y a autre chose qui est dissonant en fait dans cette histoire, c'est que euh, dans l'Echlecha, sans parler de tous les midrashim qui sont autour d'Avram, mais dans l'Echlecha, euh, Avram n'apparaît pas comme quelqu'un de peureux. Oui. Quand il apprend, on le voit plus tard dans la paracha, quand il apprend que son neveu Lot a été fait prisonnier dans la guerre des quatre rois contre les cinq rois, oui, eh bien, avec une toute petite équipe, il va aller sans hésiter, à partir du moment où il apprend que l'autre a été fait prisonnier, hop, il part immédiatement, il est pas tout jeune, oui. Ça se passe même après cet épisode d'Égypte et il fait la guerre avec une toute petite troupe. Bon, il y en a qui disent que je crois qu'il y a 318 personnes contre 4 rois qui ont gagné contre 5 rois. Il gagne, oui. Donc, il n'apparaît pas comme euh, quelqu'un qui
n'assumerait pas ses responsabilités, qui irait, entre guillemets, se mettre dans les jupons de sa maman en cas de danger, n'est-ce pas? Si je puis m'exprimer ainsi. Et alors, euh, une, euh, une idée, alors, avant de proposer la solution, quelle alternative avait-il? Alors, le Rav Ashkenazi propose d'imaginer la scène en la modernisant peut-être un petit peu, puisqu'on ne sait pas exactement comment ça se passait à l'époque. Donc, il y a la frontière entre l'Égypte et Béton Canaan, ou l'endroit où la frontière passée. Et donc, il y a des gardes-frontières, il y a des douanes. Oui, et puis il y a sans doute beaucoup de personnes qui veulent, surtout si c'est une époque de famine et qu'en Égypte, il y a beaucoup de, comment dirais-je, grâce au Nil, il y a beaucoup de nourriture. Alors, il n'est visiblement pas le seul à vouloir arriver en Égypte. On peut facilement imaginer qu'il y avait des centaines, voire des milliers de voyageurs qui voulaient rentrer en Égypte pour pouvoir se nourrir. Et donc, on peut aussi imaginer qu'il y avait des queues, oui, plusieurs queues, euh, et que c'était mélangé. Et il aurait peut-être pu dire à Sarah, bah, tu sais quoi, on ne se connaît pas. Oui, moi je fais, toi tu te mets sur la queue de gauche, moi je prends sur la queue de droite, et on se retrouve après la frontière. Par exemple, il aurait peut-être pu dire, euh, moi je suis le porteur. Oui, tu vois, tu es une dame noble, tu vas pas porter tous tes paquets. Moi je suis ton porteur, comme on trouve on trouvait, tout au moins, je sais pas si aujourd'hui on trouve dans les aéroports, dans les gares. Et voilà, je suis ton porteur, donc il va rien m'arriver, genre, on va pas me tuer parce que je suis ton porteur. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, dis s'il te plaît que je suis ton frère. Et donc, euh, une solution qui est amenée par le Rafner Ashkenazi au nom du Sforno, si je ne me trompe pas, est la suivante. C'est que à l'époque, oui, et ça, il y a des exemples en fait dans la Torah, dans le Chumash, le Pentateuque. Euh, Quand on voulait euh, la main d'une jeune fille, c'est pas au père qu'on s'adressait, mais c'était au frère. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça par exemple quand Yaakov va fuir Eretz Israël et qui va aller chez Lavan. Le père de Rivka, excusez-moi, Eliezer d'abord. Eliezer, quand il va chercher une femme pour Yitzhak, bien que Bethuel soit présent, soit le papa de Rivka, c'est avec Lavan qui va négocier le deal, oui, le mariage. Euh, donc, euh, avec l'histoire de Dina, quand Hamor et Shrem veulent, après ce qui s'est passé avec Dina, veulent que Hamor se marie avec Dina, à qui s'adressait pas Yaakov, c'est à Shimon et Lévi, c'est aux frères. Oui, donc ça veut dire que le frère, visiblement, à cette époque, avait un rôle important et c'est lui qui négociait la dot, oui, les conditions du mariage. Et par conséquent, en se présentant, en demandant à Sarah de le présenter comme son frère, et en fait, il obtenait deux objectifs. Enfin, peut-être même plus que deux. Premièrement, on n'allait pas le tuer. Oui. Deuxièmement, normalement, eh bien, on allait commencer une négociation avec lui pour voir dans quelles conditions il serait prêt à ce que sa sœur se marie avec tel Égyptien. Oui. Et donc, il gagnait du temps. Oui. C'est-à-dire que, il s'est dit, vraisemblablement, tout au moins d'après cette approche, bon, pour le moment, il faut que je sauve ma peau. Oui, il n'y a pas, oui, il y a pas le choix. On va adopter cette stratégie et avec l'aide de Dieu, ça marchera et on arrivera à se sortir de cette situation dangereuse. Ça, c'est la première proposition euh, d'explication que donne le Rav Ashkenazi. J'arrête là pour faire
courte vidéo et je referai sans une seconde et une troisième, encore plus courte, pour exposer les seconds et troisièmes points.